Voilà, bienvenue à l'Université de Mons pour cette première soirée de l'année en mode conférence. Alors l'année passée, on avait lancé un cycle qui était très très chouette sur l'Italie d'aujourd'hui. Donc c'est un cycle qui nous avait été proposé par Théa Remini, qui est prof dans le département d'italien de l'université. Et c'est un cycle qui a été construit en collaboration avec l'Istituto di Cultura Italiana de Bruxelles. Et le but de ce cycle, c'était de montrer l'Italie comme elle est et non pas comme elle est dans nos stéréotypes, avec la sacro-sainte trinité pasta, pizza et gelati. Voilà. Donc on va essayer de montrer que c'est pas que ça. Et on voulait montrer tout le dynamisme qui existe au niveau artistique, intellectuel dans le pays de Dante. Alors cette conférence-ci, à la base, elle était programmée l'année passée. On a dû la décaler. Et c'est pas plus mal parce que finalement, elle nous sert aussi de transition vers l'année de l'Italie qui commence dans quelques jours. Donc, il y aura toute une série d'événements au sein de l'université auxquels vous êtes tous les invités, bien invités. Alors, on a la chance de recevoir Massimo Collella, que Théa va vous présenter beaucoup plus en détail. C'est un vrai privilège. Moi, ça me permet aussi de découvrir un tas de nouvelles choses. Donc, merci en tout cas pour l'initiative, Théa, d'organiser ce cycle. Et bienvenue à toi, Massimo. Voilà, bienvenue. Grazie mille. Bonsoir. Bon, merci Francesco pour ton accueil et pour avoir avec enthousiasme supporté cette initiative avec les New Mons. Et merci à Massimo d'être là. Massimo Collella, il est un expert de communication en BD et il avait créé une agence de communication qui s'appelait la Bande Destinée. Et après, il y a quelques années, il s'est lancé dans un nouveau projet sur l'idée de faire de la information en BD. Et il va nous parler de ce projet-là. Mais avant de lui donner la parole, j'aimerais seulement vous montrer ce que évoque quand on parle de BD italienne, c'est à quoi on pense. Peut-être tout le monde ici dans la salle a vu cette couverture, Topolino, donc c'est la BD italienne la plus ancienne. C'est une BD qui est publiée depuis les années 30 et tout enfant en Italie a lu au moins une fois cette BD qui continue à être publiée aujourd'hui. Donc c'est un très grand succès en Italie et c'est inspiré de Mickey de la Walt Disney. Après, si on fait vraiment quelque chose de très rapide et de très simplifié, on arrive aux années 60. Jusqu'aux années 60, la BD en Italie était plutôt toujours liée à l'enfant, à la jeunesse, à l'enfance. Mais quand on arrive aux années 60, quelque chose change et il y a une nouvelle typologie de BD qui n'est pas seulement BD mais qui devient roman graphique. Et voilà les personnages de Corto Maltese, un marin aventurière qui a été créé par Hugo Pratt. Et c'est un BD qui a eu énormément de succès, pas seulement en Italie mais aussi en Belgique par exemple. Il était publié dans le journal Tintin. Et si on va faire encore un voyage dans les temps très rapide, on arrive à aujourd'hui et dans les années 2000, à partir des années 2000 en Italie, il y a eu tout un nouveau intérêt vers la BD, pas seulement Topolino, mais les romans graphiques. Et je vous ai mis ici des couvertures de les BD des romans graphiques les plus célèbres. Et Zero Calcare, qui est vraiment devenu un peu un maître à penser. C'est un auteur de romans graphiques de Rome, qui a été devenu un peu un maître à penser en Italie. Sur chaque thème d'actualité, on demande on interviewe Zero Calcare pour qu'il puisse donner son opinion. Donc, il est vraiment devenu un personnage très médiatique en Italie en écrivant des BD. Et il y a eu, en ce moment, il y a une série Netflix qui a été créée par lui-même et donc maintenant il est devenu un personnage avec un succès vraiment international.
L'autre, c'est JP. Il était il a écrit les premiers romans graphiques qui étaient finalistes du prix Strega. Donc, c'est l'équivalent du prix Goncourt. Et pour l'Italie, avoir un auteur de bande dessinée qui arrive à être dans les finalistes du prix Strega, c'était quelque chose qui a complètement un peu bouleversé les panoramas culturels italien. Et à JP, par exemple, il y a quelques années, le musée de la bande dessinée de Bruxelles a consacré toute une exposition. Donc, les années 2000 enregistrent l'Italie comme un nouvel Eldorado de la BD. Et donc, je viens à Massimo Colella pour lui demander, avant de parler bien sûr de son projet, et pourquoi, selon toi, il y a tout ces nouveaux intérêts vers la BD en Italie. Quelles sont les raisons de ces succès impressionnants que la BD ou roman graphique a remporté dans les dernières années? J'ai mon petit microphone là. Bon, merci de m'accueillir en tout cas. Moi, je ne viens pas de loin, je viens de Paris. Parce que moi, j'habite à Paris et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui existe la revue dessinée parce qu'en fait, je suis allé la chercher directement chez eux. Ça fait 20 ans que j'habite en France et donc je connais bien aussi l'aspect en dehors de l'Italie lié à la BD. Alors, pour revenir à ta question, effectivement, il y a eu à partir du début des années 2000 tout un mouvement de romans graphiques, de BD d'auteurs qui est né et puis s'est diffusé. Surtout, ce n'est pas un vrai mouvement, mais c'est vraiment plusieurs auteurs qui ont commencé à avoir du succès de manière individuelle. Alors, Zero Calcare, c'est un cas isolé, unique dans le panorama italien. Il y a lui qui, disons, traîne toute sa maison d'édition derrière lui, mais en fait, il n'y a pas d'autres cas comme lui au niveau des ventes. C'est vraiment un cas extraordinaire, grâce à son talent, évidemment, au sujet qu'il touche dans ses BD, à son langage et à ses intuitions. Après, il y a d'autres auteurs qui sont petit à petit fait du chemin, comme JP, comme Manuele Fior, ou avant comme Igor, il y a Andrea Serre, il y en a plusieurs, qui ont trouvé surtout un espace pour s'exprimer qu'avant n'existait pas. C'est-à-dire que jusqu'au début des années 2000, il n'y avait pas d'éditeurs qui publiaient des BD, disons, d'auteurs, autobiographiques et tout ça. En fait, ça n'existait pas. Il y a eu Coconino qui est né, Coconino Press, c'était vraiment la première, celle qui a lancé JP d'ailleurs, qui a dit aux auteurs, maintenant, vous pouvez aussi parler de vous, de vos histoires personnelles plus introspectives. Avant, il y avait la BD qu'on pouvait trouver dans les kiosques, dans les édicoles, que c'était surtout Disney, donc Topolino, et puis toutes les séries de BD d'aventure, Bonelli, donc les Dylan Dog, les Martin Mystère. La BD avec laquelle j'ai grandi. La plupart des Italiens, en fait, ils ont connu ces BD-là. Mais c'était quelque chose de très formaté. Donc, dans un format de BD d'un certain type où les auteurs de BD n'avaient pas d'espace pour s'exprimer. En fait, ils pouvaient exprimer leur dessin, mais c'était quand même dans des contraintes très précises. Moi, j'ai des copains dessinateurs qui ça fait 30 ans qu'ils travaillent pour Disney, ça fait 30 ans qu'ils font des Mickey, des Paperino, des trucs, et ils en ont marre. En fait, ils ont envie de faire autre chose. Ils ont envie d'exprimer quelque chose de différent. Et donc, avec le roman graphique, ils ont trouvé une autre voie pour pouvoir exprimer quelque chose de plus personnel, intime, qui n'existait pas trop avant. Évidemment, il y avait Ugo Pratt, il y avait Pazienza, mais c'était vraiment des étoiles comme ça, assez isolées. À partir des années 2000, il y a eu vraiment des éditeurs qui ont cru dans ce type de BD d'auteurs et ils ont investi là-dedans, ils ont permis, après il y en a eu d'autres, à cette génération de nouveaux auteurs d'émerger. Après, ça reste l'Italie. L'Italie, c'est un marché très petit qui est incomparable à la France ou à la Belgique ou aux États-Unis, au Japon. C'est vraiment un petit marché qui maintenant est en train de grandir, mais ça reste quand même très petit. La plupart des auteurs italiens qui veulent gagner leur vie, ils partent pour la France. Ça, c'est clair, parce qu'en Italie, mis à part Zero Calcare et deux, trois autres, c'est difficile de gagner sa vie que de BD.
Il faut être capable aussi de faire de l'illustration. Il y en a beaucoup qui gagnent leur vie grâce aux couvertures des livres et tout ça. C'est quand même un marché encore très petit, surtout que tout le réseau des kiosques, des édicoles est en train de s'écrouler complètement, en fait. Il y a une grosse crise, justement, de la distribution dans les kiosques et la BD est en train de migrer dans les librairies. Sauf que l'espace pour la BD est encore trop petit comparé aux autres pays. Et du coup, oui, il y a quand même une grande, disons, un mouvement, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de dessinateurs, il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup d'écoles en Italie. C'est étonnant, comparé à la France ou à la Belgique, il y a 10 fois plus d'écoles de BD en Italie que dans les autres pays. Sauf qu'après, la plupart, ils vont travailler soit pour Disney, soit pour Bonelli, parce que c'est les seuls qui payent, en fait. Du coup, voilà, le marché est vraiment dominé par ces groupes-là. Ça, c'est un peu le panorama actuel. Après, la question suivante, ça pourrait être pourquoi la revue dessinée Italia? Oui, donc, même si le marché italien est un petit marché, pourquoi donc avoir lancé ce projet de faire il y a aussi une autre chose, ce qui a joué beaucoup sur le développement de la BD italienne à l'étranger, c'était Angoulême, le festival d'Angoulême, parce que quand JP a gagné en 2006 et Manuel Fior en 2010, je crois, ça a ouvert aussi, les auteurs italiens, ils ont trouvé un intérêt aussi à l'étranger. Donc, ça a ouvert un peu le marché à l'étranger aux auteurs italiens. Et ça a permis à d'autres auteurs d'être publiés à l'étranger, en fait. Il y a eu de plus en plus d'intérêt. Il y en a pas mal qui sont partis, publiés chez Delcourt, chez Dupuis, chez les Dargaud, les gros éditeurs franco-belges. Qu'avant, c'était plus difficile. Donc ça, c'est effectivement le succès de certains de ces auteurs leur a permis effectivement d'ouvrir la voie pour les autres. Après, pourquoi la revue dessinée? Oui, et pourquoi, même si le marché est petit, pourquoi la revue dessinée italienne? En arrivant, j'ai acheté le dernier numéro de la revue française, la revue dessinée, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est publiée en France aussi. Et donc, elle fête les 10 ans d'existence. Et ils sont nés il y a 10 ans avec une campagne de financement participatif. Et moi, j'étais un des premiers à participer à cette campagne. Donc, j'étais un des premiers à participer, à contribuer à la naissance de cette revue parce que j'adorais ce genre de BD-là. Moi, je suis un passionné de BD depuis tout petit. J'ai travaillé longtemps dans la publicité. J'étais directeur artistique. J'ai nagé dans un autre milieu, mais ma passion, c'était la BD. Et quand j'ai vu cette revue paraître il y a 10 ans en France, tout de suite, je me suis abonné et je l'ai soutenu et suivi pendant toutes ces années. Et pendant toutes ces années, je me disais, mais ce serait bien que quelqu'un le fasse en Italie aussi, parce que c'est tellement beau, qualitatif, différent de tout ce qui se fait dans le monde de la BD, c'est engagé, c'est indépendant, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de financeurs derrière, c'est soutenu seulement par les lecteurs, donc c'est vraiment quelque chose de très novateur dans le panorama de la BD. Avant en France, après, en France et en Belgique, après, ils ont ouvert une voie qui était suivie par plein d'autres. Donc maintenant, en fait, le graphic journalisme est devenu très, très répandu. En fait, il y a eu plein d'autres publications de ce genre-là. En Italie, c'est à part Zero Calcare et pas grand monde d'autre, en fait, le graphic journalisme n'existait pratiquement pas. Et voilà, pendant toutes ces années, moi, je me disais pourquoi il n'y a pas un éditeur qui se lance là-dedans. Et puis, le Covid est arrivé. Il nous a tous arrêtés, moi aussi, mon agence a fermé et tout. Et là, je me suis dit, en fait, là, c'est le moment de le faire. Donc, j'ai simplement cherché le numéro de la revue, je les ai appelés, je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Je prends la licence pour le faire en Italie. Ils ont dit, ouais, génial, hein, on adore l'Italie, on adore les auteurs italiens. Vas-y. Donc, je suis allé les voir. Alors, moi, j'étais à Paris, donc c'était facile, on était à côté. Et ils m'ont donné donc l'autorisation d'utiliser la formule de la revue dessinée, donc que c'est un trimestriel, un format MOOC entre le livre et le magazine, donc c'est quand même plus de 200 pages, donc c'est plutôt épais. Et ils m'ont dit, voilà, il faut que tu suives ces indications-là, ces directives-là, donc pas de pub absolument, pas de gros éditeurs derrière, pas de financement qui vient des banques ou autre chose, parce que ça va te limité dans le choix des sujets que tu veux traiter, parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les sujets qu'on voit traités dans les médias classiques, ils ont toujours des
des sponsors, disons, cachés derrière qui les empêchent de parler de certaines choses. Donc, en fait, pour être libre, il ne faut pas avoir ce genre de financement-là. Et puis, surtout, va chercher, en fait, les sujets les plus d'actualité large en Italie. Parce que, évidemment, quand tu fais un magazine tous les 3 mois, tu as travaillé 9 mois avant pour le réaliser. Nous, on met 9 mois pour faire chaque revue. Et donc, on ne peut pas parler d'actualité chaude. On ne peut pas parler de ce qui se passe sur Twitter ou sur Facebook. Il faut vraiment qu'on parle de sujets d'actualité large. Ça peut être disons, les flux migratoires, le réchauffement climatique, les questions sociales liées aux droits des femmes, aux droits des minorités. Disons, c'est quelque chose de très engagé d'un point de vue social, mais sur, disons, une vision très large dans le temps. Parce que l'idée, c'est aussi que quand on lit un numéro de la revue d'il y a 2-3 ans, ça reste toujours intéressant, actuel, parce que ça parle de la réalité qu'on vit aujourd'hui aussi. Et donc, voilà, je suis allé les voir et j'ai décidé de monter une petite équipe de collègues et d'amis dans le milieu de la BD, parce que moi, ça fait 20 ans que j'y travaille, donc je connais plein de monde. Et j'ai lancé, moi aussi, un financement participatif, un crowdfunding, financement participatif, comme ils avaient fait la revue, et ça a très bien marché pour nous aussi. Et on a commencé à publier l'été dernier. L'été de 2022. Donc, en fait, là, il y a les 6 premiers numéros. Donc, le premier était été 2022. Et on est au 6e numéro qui vient de sortir. Et donc, on traite à peu près des sujets similaires à la revue française, mais qui concernent l'Italie. Donc, dans le dernier numéro, on parle des incendies en Sicile qui se répètent tous les ans pour les mêmes raisons régulièrement. Cet été aussi, c'était catastrophique, pas seulement en Sicile, mais en Sicile en particulier, parce qu'il y a beaucoup d'incendies criminels. En fait, 80% des incendies en Sicile, comme en Corse, comme en Sardaigne, c'est criminel. Ce n'est pas seulement le réchauffement climatique. Donc, on explique les raisons et toutes les solutions possibles qui ne sont pas adaptées, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a toutes des questions liées au financement européen qui ne sont pas exploitées, l'argent qui vient de l'Europe qui n'est pas utilisé justement pour les bonnes causes. Et donc, on explique ce genre de sujets-là. On parle beaucoup d'immigration. Donc, on parle par exemple une histoire sur Lampedusa qui est très actuelle. On l'a commencé à travailler il y a 9 mois et aujourd'hui, c'est super actuel parce que, évidemment, ces flux migratoires n'en font grandir, s'accroître de plus en plus. On parle de droits des femmes, donc du mouvement MeToo, donc du mouvement de libération de la parole de toutes les femmes qui étaient abusées ces derniers temps et qui ont finalement trouvé le courage de s'exprimer. On parle de sujets écologiques parce que pour nous, c'est le sujet principal, c'est l'écologie, donc c'est le réchauffement climatique, comment faire face à l'urgence. Et donc, dans chaque numéro, on essaie d'aborder ce sujet sous différents aspects. On a parlé d'un premier numéro d'un point de vue très, très scientifique, très physique, pour expliquer justement les causes du réchauffement climatique, les responsables aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Parler des responsables, on peut le faire seulement quand on n'a pas des financeurs derrière qui disent non, faut pas. Parce qu'en Italie, par exemple, tous les journaux, tous les médias sont liés à Eni. Eni, c'est l'industrie la plus grosse de pétrochimie en Italie, et ils sont tous sponsorisés, même le festival de Sanremo est sponsorisé par Eni. Donc, ils font du greenwashing partout, et il ne faut surtout pas dire que Eni sont responsables du réchauffement climatique. Ils n'ont rien à voir avec la pollution. Donc, nous, on peut parler de ces choses-là. On fait attention, évidemment, parce qu'on a un avocat, parce qu'on risque quand même de se faire attaquer aussi, mais on a liberté absolue de parler d'histoire d'actualité. J'espère que je ne suis pas en train de te complètement bousiller le planning des questions. Non, le but, c'était de parler des réalités, parler de l'Italie d'aujourd'hui d'un point de vue social, de ce qu'on essaie de faire en Italie. Il y a plein de petites initiatives de citoyens et d'associations qui essaient de faire bouger les choses, dont on ne parle pas parce que en fait, ce n'est pas médiatique, c'est pas assez médiatique. Et donc, nous, on essaie de leur donner la voix, et raconter leurs histoires pour motiver d'autres gens à essayer justement d'aller contre-courant. Tout à l'heure, on en parlait, tu me disais, c'est fou en 2022 de se lancer dans une revue de papier en pleine crise du papier,
parce que le Covid a tué le marché du papier. La moitié des usines, des usines d'impression, ils ont fermé à cause de la crise du papier. Le prix a doublé. Et nous, on s'est retrouvés plein dedans. Donc, la pire chose qu'on pouvait faire, c'était créer un magazine. On l'a fait. Et donc, on est vraiment en contre-courant là où, aujourd'hui, les jeunes, la plupart des jeunes, moi, j'ai 2 enfants adolescents, ils sont là sur le téléphone et ils regardent tous sur le téléphone. Qu'est-ce que tu vas faire, un magazine de papier? Bah oui, justement. Ben, nous, on va dans le sens inverse parce que il y a quand même des gens qui ont envie de ne pas subir, en fait, ces impositions en formation toxique comme on subit quand en fait on n'a pas le temps de vraiment lire les infos comme se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Dans une revue comme ça, tu as 3 mois de temps pour le lire, de renseigner, aller en profondeur. Et d'ailleurs, en fait, la couverture de la première revue, je vais la vous montrer. Je fais okay. En fait, c'est vraiment lié à cette thématique-là, de la profondeur, de l'information. En fait, c'est quand tu vas en profondeur, c'est là que tu vas trouver au fond des abysses les informations les plus réelles. Et quand tu restes sur la surface, il y a la pollution, en fait. Et donc ça, c'est l'expression de ce qui se passe dans la réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la pollution, c'est l'information toxique, mais la vraie information, tu la trouves en profondeur. Donc c'est ce qu'on cherche de faire, nous, c'est aller en profondeur. On laisse aux journalistes tout le temps dont ils ont besoin pour faire leurs enquêtes. Ça peut prendre 6 mois, 9 mois, peu importe. On leur dit, allez-y, prenez votre temps, allez à fond. Et puis, quand vous êtes prêts, on vous trouve un dessinateur et on travaille ensemble. C'est pour ça, en fait, ça prend, faire une histoire, pour nous, ça prend minimum 9 mois, ça peut prendre 1 an ou plus. Mais on lance le plus de... Là, en ce moment, on a lancé une vingtaine d'enquêtes en toute Italie en même temps. Et puis, quand elles sont terminées, on les met dans la revue. Et donc, d'abord, c'est l'article et après, ce sont sur notre site, on a une section où les journalistes ils peuvent venir nous proposer des sujets. Et donc, nous, on sélectionne les sujets par rapport à la sensibilité, à l'intérêt. Et d'abord, on travaille avec le journaliste sur le sujet. On lui dit, première chose, qu'il ne doit pas être capable d'écrire un scénario de BD, parce qu'évidemment, il doit faire leur métier. Après, nous, de la rédaction, on fait les intermédiaires, donc on les aide à adapter l'article en scénario. Et on sélectionne des auteurs ou des autrices de BD qui ont une sensibilité proche des sujets traités ou pas. Ça peut être intéressant aussi par exemple, une des BD qui a eu le plus d'impact parmi celles qu'on a fait, c'est une sur la violence obstétricienne, en italien, c'est la violenza ostetrica. Donc, c'est un terme que personne ne connaissait, en fait. En fait, c'est la violence que les femmes subissent au moment de l'accouchement, parce qu'on leur impose une manière d'accoucher qu'ils n'avaient pas choisie. Donc, ils voulaient un accouchement naturel, on leur impose l'accouchement, la césarienne, ou on les empêche d'allaiter, par exemple, le bébé. Il y a plein de termes comme ça que les gens ne savaient pas qu'il y avait un terme spécifique légal à adapter. Et donc, on a associé une journaliste qui avait eu cette expérience-là, mais elle ne parle pas de son expérience personnelle, mais elle a voulu en parler, avec une dessinatrice qui n'avait pas d'enfant, ne voulait pas d'enfant. Et elle disait, non, attends, moi, je ne peux pas, moi. Mais nous, on s'est dit, non, c'est un sujet très sensible, il faut vraiment quelqu'un qui soit vraiment très détaché. Parce que si on choisit quelqu'un qui était mère, qui a vécu une expérience comme ça, il va être trop émotif, trop dans l'histoire. Donc, il faut un détachement aussi journalistique de la part de... Et elle a raconté de manière magnifique, en fait. Ça l'a bouleversée, elle était, émue à la raconter. Mais des fois, pour certains sujets, c'est bien de trouver une certaine distance, en fait. Parce qu'on ne veut pas romancer la chose, on ne veut pas... être trop dans le sujet, on veut informer avant tout. Il faut que ce soit journalisme. Donc, ça, c'est... Les associations, on les fait par rapport à... Des fois, ça peut être la proximité géographique, s'il faut aller sur certains lieux. Par exemple, dans le 5e numéro, on a parlé des cas des enfants qui grandissent en prison. En Italie, il y a une loi qui ne peut pas passer
pour permettre aux mères qui ont des enfants de, disons, placer les enfants chez des institutions à l'extérieur de la prison. Parce qu'aujourd'hui, tous les mères qui ont des enfants, en fait, les prisonniers qui ont des enfants, ils les gardent à l'intérieur de la prison. Donc, les enfants grandissent dans la prison. Et donc, il y a une loi que le gouvernement Meloni ne veut pas faire passer pour libérer ses enfants, parce que bon, c'est comme ça. Et donc, on raconte cette histoire-là. Et la journaliste et la dessinatrice sont allées en prison, interviewer ses mères, voir la situation, parce que c'était important de vraiment s'imprégner du sujet. Donc, c'est comme ça qu'on fait. En fait, ça peut être une proximité géographique, d'intérêt. Par exemple, le sujet sur le réchauffement climatique, le dessinateur, on savait qu'il était très engagé sur des points de vue écologiques. Donc, c'était la bonne personne pour le raconter. Donc, le choix s'est fait cas par cas en fonction du cas par sujet. Cas, par rapport aussi au style graphique. Si vous feuilletez un numéro, vous verrez qu'il y a des styles très différents d'un média à l'autre. On veut vraiment créer une hétérogénéité de styles, une hétérogénéité de sujets, parce qu'en fait, ce ne sont pas thématiques, les numéros. Il n'y a pas un thème précis par numéro, mais en fait, il y a plein de sujets différents. C'est souvent des sujets assez lourds, mais il y a quand même, on part toujours d'expériences peut-être difficiles à la base, mais qui montrent qu'après, en Italie, il y a beaucoup de mouvements de solidarité, en fait. Un des plus beaux sujets qu'on a traité, c'est un sur l'autisme. Et en fait, c'est une entreprise qui a été fondée par le père d'un enfant autiste qui ne voyait pas d'avenir pour son fils, parce que disait qu'est-ce qu'il va faire mon fils dans la vie, voilà, il va être compliqué. Et donc il a décidé de monter une pizzeria qui emploie seulement des autistes, en fait. Et c'est devenu, maintenant c'est devenu une chaîne. Il y a le président de la République, Mattarella, qui allait là Pizza Hut. Oui. Voilà. Il était allé là. Et tout ça, c'est né d'un père qui voulait aider son enfant, en fait. Mais lui, sans fonds publics, sans financement public, sans l'aide des institutions ou rien, avec l'aide de Elio Lostretese, qui lui aussi est un enfant autiste, qui l'a invité dans ses concerts. Donc, en fait, quand il y a des gens qui se mobilisent, qui se donnent, voilà, qui décident de faire bouger les choses, ils arrivent à le faire grâce à cet esprit de solidarité qui en Italie est très fort. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça qu'on voit que c'est l'initiative de citoyens simplement qui décident un jour de quitter la ville, aller faire revivre un petit village sur les montagnes, et ils arrivent à faire arriver plein de gens, plein de musiciens, artistes et tout ça, et ils redonnent vie sans forcément faire confiance dans l'institution publique, dans le financement public et tout ça, parce qu'on sait bien qu'en Italie, tout va très lentement et on gâche beaucoup d'argent d'Europe qui n'est pas utilisé. Je pense que 80% des fonds européens ne sont pas utilisés, ils sont là qui donnent. Donc, il faut se débrouiller. Et cette revue, en fait, c'est l'esprit de la débrouillade. En fait. Nous aussi, on se débrouille parce qu'on fonctionne uniquement avec les abonnements de nos lecteurs. On n'a pas d'autres financements. On n'est pas sur Amazon, parce qu'Amazon, c'est l'inverse de ce qu'on essaie, nous, de diffuser comme idée, aussi d'éthique éditoriale de publication. Et, donc, et ça marche parce qu'il y a des gens qui ont envie de soutenir des projets engagés comme celui-là, qui parlent d'histoires de gens qui ont envie de changer les choses sans attendre que ça change à l'extérieur. Donc, tu parlais d'abonnement. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu un chiffre? Combien de copies vous imprimez? Combien d'abonnements vous avez? On a parlé de la crise du journal papier, et vous vous êtes lancé dans un projet qui est complètement contre-courant. Donc, si tu peux nous donner un peu de chiffres. Oui. Alors, part de la revue française, elle imprime à 22 000 exemplaires. Ils ont 12 000 abonnés et 10 000 copies vendues en librairie. Et ils existent depuis 10 ans. Nous, on était très ambitieux. Le premier numéro, on l'a imprimé à 10 000 exemplaires. On a dit, on va cartonner. Bon. Aujourd'hui, on a vendu 6 500. C'est pas mal. Franchement,
pour l'Italie, c'est vraiment pas mal. En sachant qu'en Italie, voilà, une BD moyenne d'un auteur moyen, elle vend 500 000 exemplaires si tout va bien. Hein. On ne parle pas de Zero Calcare et de J, puis les autres, ils ne vendent pas. Quand un auteur a vendu 500 copies, c'est la fête. Hein. Vraiment, donc c'est pour ça que je dis que c'est compliqué de gagner sa vie en faisant ça. Après, bon, on a baissé un peu le tirage parce qu'en plus, nous on montait et le prix du papier aussi il montait. Et du coup, on a baissé, on est descendu à 7000. Maintenant, on est à 5000 copies par numéro. Donc, et on les vend là, voilà, presque tous les numéros, ils sont vendus à 4000 copies. On a environ 1500 abonnés. Et le reste, c'est distribution en librairie et dans les festivals. On fait beaucoup de festivals parce que c'est là qu'on vend le plus de copies et surtout qu'on se fait connaître le mieux. Parce que, voilà, on voit l'impact des gens qui viennent nous voir, qui feuillettent le magazine. Ils découvrent et disent « Ah, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire des choses comme ça en BD. » Parce que c'est quelque chose de complètement... de raconter des histoires comme ça. Et c'est là qu'on accroche les gens, quand on leur explique le projet, quand on leur montre l'engagement qu'il y a derrière. Et donc là, par exemple, ce mois-ci, là, moi, la semaine prochaine, je vais à Gênes. Il y a Book Pride à Gênes. Il y a Treviso d'abord, Gênes. Après, on va à Lucca. Après, il y a Rome. Donc, en fait, on fait pas mal de festivals et tout ça. Et voilà, disons, l'ampleur, c'est à peu près voilà, sous les 5000 copies, que pour l'Italie, c'est énorme déjà. Donc, si vous prenez les Linus, que c'est la revue historique de BD en Italie, qui, dans les années 90, elle vendait, je crois, 150 000, 200 000 copies. Aujourd'hui, en librairie, elle vend 500 copies. Le reste, dans les kiosques. Les kiosques sont en train de couler, donc en fait, c'est vraiment catastrophique. Donc nous, on est très contents déjà et on fait de la vente directe. Donc les gens ils peuvent nous acheter sur notre site. On envoie les BD nous directement avec le service de courrier ou bien, voilà, on peut nous trouver dans des librairies indépendantes, surtout en Italie. C'est pas un gros réseau, mais on essaie de travailler surtout avec les indépendants parce qu'ils sont dans le même esprit que nous. Parce que quand tu es distribué dans une chaîne, ça peut être la Fnac, en Italie c'est Feltrinelli, Mondadori, en fait, ils la reçoivent et ils te mettent dans un coin, ils ne savent même pas où te mettre, ils te mettent là, et puis il n'y a pas un vendeur qui va vraiment te mettre en avant, expliquer ce que c'est. Les libraires indépendants, ils font vraiment leur travail, ils sont vraiment passionnés par la BD, par ce qu'on fait, donc voilà, ils organisent des présentations. Une chose très, très magnifique qui arrive souvent, c'est que c'est les auteurs même qui vont voir les libraires pour organiser des présentations. Donc nous, on dit, oh, allez-y, faites ce que vous voulez, nous, on vous envoie les BD et c'est vous qui les vendez, c'est super. Parce que nous, on peut pas être... On est 4, nous, à la base. Donc, après, voilà, on travaille avec plein de journalistes, plein d'auteurs, mais on est 4 gars qui se démènent à gauche, à droite pour faire tout, la mise en page, travailler avec les auteurs, faire les festivals. Et c'est un gros boulot, mais ça donne beaucoup de satisfaction. C'est bien. Et tu as évoqué les rapports avec la cuisine, la cuisine française, donc la revue dessinée française. Et il y a, à part le fait de respecter un certain nombre de règles, par exemple, pas de publicité, etc., il y a d'autres rapports, relations avec la revue française où vous êtes complètement indépendante? Alors, on est indépendant, financièrement on est indépendant, en fait on n'a vraiment pas de ce type de rapport-là. Après, moi je leur montre et disons que je les contacte régulièrement pour discuter des sujets qu'on va publier, parce que des fois on fait des publications en commun. Par exemple, dans le premier numéro, on a fait un sujet sur la table, sur la ligne haute vitesse Lyon-Turin. C'est un sujet très intéressant de traiter soit du point de vue français qu'italien, parce que ça montre la différente perception qu'il y a eu ces projets-là, qui est toujours en cours. Depuis 30 ans, en fait, ils essaient de construire cette ligne qui va en vérité, elle va de Paris jusqu'à Milan. Mais disons, à la base, c'était Lyon-Turin. Et que c'est en fait une ligne de train totalement inutile. À la base, ils voulaient la faire pour transport de marchandises, mais après, en fait, ils ont trouvé un autre chemin pour le faire. Et là, comme ils ont reçu l'argent européen pour le faire, ben, ils ont dit qu'il faut le dépenser. Et donc, ça fait 30 ans qu'ils essayent de percer ce tunnel. Et
d'un côté, il s'est créé tout un mouvement d'opposition en Italie, qui est le mouvement Notable, qui a été très médiatisé, engagé beaucoup de conflits, de luttes, et c'est toujours un acte. Et en France, pas du tout. En France, pas du tout, parce qu'il y a eu tout un lobbying, disons, de tous les politiciens qui étaient engagés dans ce projet, qui ont réussi à museler, disons, tout ce qui se passait de l'autre côté. Et donc, en fait, en France, on n'a pas du tout parlé. Et donc, on a fait ce sujet justement pour montrer comment le même projet est perçu des deux côtés des Alpes de manière totalement différente. Maintenant, en France, on commence à en parler aussi. Il y a eu récemment le premier mouvement notable vers Modane, Marianne, où ils ont occupé, justement, ils ont empêché de continuer les travaux. Mais c'est quelque chose de tout récent. Parce que les mouvements écologistes, parce que c'est une question écologique aussi, fait de trouer, faire un trou, un tunnel, un autre tunnel dans les montagnes, en fait, ça dégage énormément de pollution et tout, en fait. Et surtout quand c'est inutile parce qu'il y en a déjà un à côté. Bon, maintenant, il s'est écroulé récemment, donc bon, ça, c'est notre discours. Mais, et tout ça, en fait, c'est pour montrer comme, voilà, certains sujets, tu peux les interpréter de manière différente selon où tu les regardes. Et il y a beaucoup de sujets en commun entre l'Italie et la France qu'on traite. Il y en a eu un autre qu'on a publié dans le 4e numéro sur le droit à l'avortement et tout le mouvement anti-abortiste qu'il y a en Europe. Et ça touche l'Italie, ça touche la France, ça touche l'Hongrie, ça touche la Pologne, ça touche plusieurs pays. Donc, on discute pas mal des sujets de ce genre-là. Et après, on a les mêmes problématiques. Eux, ils sont beaucoup plus touchés que nous par la crise du papier parce que eux, maintenant, ils sont devenus un groupe avec 4 revues. Et ils tirent sur tous les 4 revues, ils tirent 100 000 exemplaires. Et quand le prix du papier il double, pour eux, c'était catastrophique. Ils ont dû faire un appel à donation et tout. Et donc, voilà. Et puis, oui, je vais régulièrement. La semaine prochaine, ils font une présentation, j'y vais. Donc, en fait, c'est ça. Vous avez donc des contacts. Et j'ai lu aussi qu'il y a toujours un article de la revue française qui est traduit. Alors, dans chaque numéro, on traduit un des sujets qui a un rapport avec l'Italie. Habituellement, on a intérêt, voilà, il faut quand même qu'il y ait. Et comme il traite souvent de sujets qui traitent l'Italie, il y avait un sujet qui parlait du réseau du narcoterrorisme international qui passe par l'Italie, évidemment. Voilà, il y avait celui-là sur les droits à l'avortement. Il y a le mouvement MeToo, en fait, ça concerne l'Italie aussi. Donc, il y a toujours des sujets. Et puis, ils ont un œil de regard sur ce qui se passe en Italie, parce qu'en France, on dit que en Italie, quand les choses commencent à aller mal en Italie, ça veut dire que dans quelques années plus tard, ils arrivent en France aussi. D'ailleurs, c'était le cas du Covid. En France, tout le monde disait « Ah bon, bah, c'est les Italiens hein, », et puis une semaine plus tard, c'était en France. Et c'est souvent comme ça, en fait. Disons que voilà, c'est un peu un précurseur des mauvaises nouvelles. Ce qui se passe dans la politique italienne aujourd'hui, bah, il pourrait très bien se passer aux prochaines élections en France aussi. Donc, donc il faut être bien attentif à l'actualité italienne pour comprendre ce qui se va passer en Europe. Les risques et aussi les bonnes choses aussi. Donc, on essaie de regarder les deux côtés. C'est pas que du négatif, en fait. Il y a aussi et puis, il y a beaucoup de proximité entre France et Italie, c'est sûr. Oui. Et dans les publics, il y a pas mal d'étudiants qui font la traduction à la faculté de traduction et d'interprétation des Mons. Tu as parlé que les articles sont traduits, mais quels sont les traducteurs ou les traductrices qui traduisent des articles qui sont des articles, des scénarios de BD? Ouais, je vais juste mettre justement le PDF. Il est là. Non, ça c'est le tien. Le mien, il est. OK. Ouais. Parce que voilà, justement, pour montrer ça, c'est justement la BD qu'on a fait sur. C'est l'enquête sous la table. Voilà, et celle-ci. C'est très intéressant parce que en fait, c'est dessiné par une dessinatrice italienne et un dessinateur français et écrite par, voilà, pareil, un journaliste italien et français. Et puis, à la fin de chaque chose que je n'ai pas dit, à la fin de chaque BD, il y a un article pour aller plus en profondeur sur le sujet.
où justement le journaliste, là, il explique justement le mouvement notable, d'où ça vient, et voilà, de manière un peu plus approfondie. C'est 2 pages à la fin de chaque BD qui permettent d'aller dans le contexte. Ça, c'est le sujet sur le réchauffement climatique, voilà, où par exemple, on montre tous les responsables dans l'industrie du pétrole. Ça, c'est le sujet sur la violence obstétricienne. Pareil, voilà, c'est très clair et net, explicite, disons, ce qui se passe. Celui-là, c'est un autre très beau sujet sur, voilà, une autre petite initiative, c'est une radio qui emploie que des malades psychiatriques, et pas que des sujets d'actualité, mais racontés par des malades psychiatriques. Et c'est bluffant. À écouter ces émissions-là, honnêtement, montrer leur point de vue de ces gens-là avec les peurs d'un malade psychiatrique sur l'actualité du jour, c'est quelque chose qui te bouleverse complètement. Et c'est une initiative de quelle région de l'Italie? De Bologne. Ça s'appelle Psychoradio. Mais il y a tout un réseau d'autres radios qui rediffusent, et c'est un réseau mondial en fait. Il y a plein de radios dans chaque pays c'est un réseau qui s'est diffusé dans tout le monde, et il y a plein de petites radios un peu partout dans le monde qui emploient des malades psychiatriques pour traiter des sujets qui les concernent, mais qui concernent l'actualité. Alors ça, c'est un sujet qui touche l'Église, donc c'est en fait sur les abus subis par les religieuses. Mais pas forcément des abus physiques, mais plus psychologiques, parce qu'il y a beaucoup de soumission psychologique de la part, voilà, de la hiérarchie dans l'Église catholique. Et donc, en fait, c'est une journaliste chrétienne qui est très croyante, qui fait partie de la nouvelle génération qui a envie de faire changer les choses de l'intérieur. Qu'on parle de ce genre de choses, des abus, de tout ce qui se passe dans l'Église, mais pas pour casser l'Église, mais pour la faire évoluer, pour la faire ouvrir sur le monde. Et donc, elle est en train d'ailleurs d'écrire un autre sujet, toujours sur l'Église, sur le mouvement transsexuel à l'intérieur de l'Église catholique. C'est quelque chose dont on ne parle pas de tout, mais ça existe et est en train de prendre de l'ampleur. Voilà, il y a plein de gens qui militent pour ce genre de choses-là aussi dans l'Église catholique, aussi dans un pays comme l'Italie. Ça, c'est un sujet sur l'industrie agroalimentaire et l'exploitation des animaux, mais disons, c'est sur le maltraitement des animaux dans l'industrie du poulet, du cochon, disons, de l'industrie agroalimentaire, sachant que voilà, l'industrie agroalimentaire, c'est l'industrie la plus polluante qui existe au monde. Et donc, il y a tout un travail à faire là-dessus et de sensibilisation aussi pour un changement d'habitude alimentaire, aller plus vers une alimentation plus responsable qui ne veut pas dire... Moi, je suis végétarien, donc je milite pas mal pour ça, mais ça ne veut pas forcément dire éliminer complètement la viande, mais au moins consommer de manière plus responsable sans aller acheter chez les gros groupes industriels comme Casino, Monoprix et tout ça, qui sont les majeurs responsables de la déforestation en Amazonie, etc., etc. Donc, c'est le type de sujet ça, c'est le sujet sur l'autisme. Donc, en fait, il montre justement le protagoniste, que c'est le papa qui a monté cette association, cette pizzeria, pour aider plein d'enfants autistes. Maintenant, c'est un cas. Ça, c'est un sujet sur Lampedusa, sur la migration, justement, qui passe par Lampedusa avec tous les abus qu'il y a derrière. Je reviens à ta question à laquelle je n'ai pas répondu. Mais c'est intéressant de voir. Après, on va l'aborder. C'est un sujet sur la collapsologie, que c'est en fait, c'est le mouvement qui est né en France, justement, pour se préparer à la fin du monde. Parce que voilà, on nous dit que voilà, il y aura la fin du monde à cause de réchauffement climatique. Donc il y a tout un mouvement qui est en train de se préparer pour ça s'appelle les survivalistes ou les collapsologues, pour pouvoir se préparer pour cette éventualité-là. Après, dit comme ça, c'est un peu catastrophique, mais en fait, il y a aussi toujours des solutions qui sont proposées, qui existent, en fait, pour sortir de la crise. C'est juste qu'il n'y a pas derrière la volonté politique aujourd'hui, ni en France, ni en Belgique, ni en Italie, ni nulle part pour sortir. Bon, après, je dois dire, bon, là, je suis assez négatif, mais c'est vrai que dans certains cas, il y a une volonté, effectivement, de lutter contre ces situations-là. Moi, je viens de Paris, effectivement, ce qu'est en train de faire le maire Hidalgo, extraordinaire à Paris, est en train de transformer complètement la ville, éliminer les voitures, ferme la circulation et revégétalise tout. Donc, en fait, il y a certaines villes
Tu m'as parlé de Bruxelles aussi, Berlin, Amsterdam, des cas isolés qui essaient de donner l'exemple de ce qu'ils devraient faire les pays, les gouvernements au niveau mondial. Sauf que malheureusement, il y a trop de décalage entre la gouvernance locale et nationale. Mais disons qu'il y a des belles choses qui sont en train de sortir. Ça, c'est un autre sujet super qu'on a pris de la revue française, voilà, qu'on a introduit, parce qu'en fait, ça parle de transphobie, mais dans l'islam. Donc, ça parle de l'histoire d'un imam homosexuel qui a créé une mosquée ouverte en fait, à la communauté LGBT, et c'était le premier cas en Europe, et c'est quelque chose qui en fait a donné beaucoup, a créé un modèle aussi dans l'islam, qui c'est une religion aussi très fermée, pour montrer qu'on peut effectivement s'ouvrir à d'autres formes minoritaires d'identité. Ça, c'est le sujet dont je vous parlais tout à l'heure sur les incendies en Sicile, qui arrive régulièrement. Donc, c'est écrit par un journaliste de Trapani, qui connaît très bien le sujet et qui montre le désastre. Celui-là, c'est un sujet, les esclaves de la mode, qui parle de toute l'industrie textile dans la région de Prato, en Toscane, qui aujourd'hui est devenue contrôlée par la communauté chinoise. Pour une volonté politique, en fait, parce que les Chinois, ils avaient plein d'argent et puis ils pouvaient vivre tous entassés dans des usines. Ils n'avaient pas besoin d'avoir des maisons, ils dormaient dans l'usine directement. Donc, en fait, il y a tout ce moment-là. Maintenant, le textile, la plupart du textile en Italie est contrôlé par la communauté chinoise parce que tous les gros groupes, Gucci, Fendi, etc., les utilisent pour leur production, et les Chinois ils exploitent les Pakistanais, les Indiens et tous les immigrés. Et donc, en fait, il y a tout un conflit entre communautaires qui est né, et on raconte cette histoire-là et comment les COBAS, le mouvement syndical local, essaie d'aider justement les travailleurs qui ici, ils réclament 8 per 5, des horaires de 8 heures par 5 jours par semaine, au lieu de 12 heures par jour, par 7 jours par semaine. C'est ce qu'est le rythme auquel ils travaillent habituellement. Donc, c'est toujours des thématiques très, très, disons, caractère social. Ça, c'est le sujet sur le mouvement MeToo en Corse, donc, qui a eu, à partir de ces réseaux, de cet élargissement du réseau, aussi en Corse, que les abus les violences sur les femmes, surtout dans des contextes si fermés comme les îles, sont encore plus tabous que dans d'autres pays. Donc, on a vu ça en Sicile aussi. Le fait de Russie a donné des exemples de ce genre-là, ce mouvement qui s'est créé à Bastia et puis s'est diffusé, montre qu'en fait, on peut libérer la parole aussi dans des contextes si fermés. Là, on est en train de travailler sur un autre sujet terrible qui est la situation des femmes dans l'Andrangheta en Calabria. Les femmes qui sont soumises à la loi de l'Andrangheta, que l'Andrangheta, c'est la mafia la plus puissante en Europe en ce moment. Et en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais les femmes en fait, de l'Andrangheta, elles sont obligées de se marier avec des cousins ou des gens de la famille. Et si jamais ils ont la malheureuse idée de tomber amoureuse de quelqu'un à l'intérieur de la famille, la loi de l'Andrangheta dit qu'elles doivent tuer par les enfants. Donc en fait, en Calabre, il y a le plus gros haut niveau de féminicide, de femmes tuées, genre 10 fois plus que dans les autres régions, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes de la famille, des familles qui vivent dans la famille de l'Andrangheta qui sont tuées par leurs enfants. Et ça, pour sauver l'honneur de la famille. Et donc, on raconte ces histoires-là. Et on se dit, en Italie, on parle beaucoup de la situation des femmes en Iran, en Afghanistan. Mais allez voir ce qui se passe en Calabre, chez nous. C'est 10 fois pire. C'est pire. Parce qu'en fait, elles sont des esclaves de la mafia et tout le monde ferme les yeux, personne n'en parle, parce que c'est des sujets tabous, parce que l'Andrangheta est devenue tellement puissante en Italie que ferme la bouche à tout le monde. Et donc, on raconte ce genre d'histoire-là parce qu'il faut en parler, parce que sinon personne n'en parle. Et ça, c'est des exemples, par exemple, c'est les cas de violence sur les femmes qu'il y a en Italie. Et pour revenir aux traductions, donc on a en fait une traductrice. Par hasard, en fait, quand on cherchait au début, on faisait la campagne d'abonnement, on lançait la campagne d'abonnement, il y a une de nos abonnés qui a dit « Ah ouais, moi j'adore ce que vous faites, si jamais vous avez besoin d'une traductrice, moi je peux vous
vous aider. Et en fait, on a découvert que c'est elle qui traduit Ariol et Mortelle Adèle, que c'est deux BD très connus pour l'Italie. Et donc, on a dit, bah oui, génial, en fait, tu connais parfaitement le langage de la BD. Et c'est un type de langage très particulier. En fait, il ne suffit pas de connaître l'italien et pour ça, pouvoir traduire, il faut connaître le langage de la BD qui est très spécifique. Il y a plein d'onomatopées, il y a plein d'astuces au niveau de la tournure de phrases très particulière. Donc, il faut avoir une expérience là-dedans, il faut être passionné de BD, il faut lire beaucoup de BD. Mais voilà, c'est un secteur intéressant, très intéressant aussi, parce que voilà, comme il y a de plus en plus de BD italiennes qui sont traduites sur le marché francophone, et vice-versa. Bon, le marché italien est très ouvert aussi, la BD francophone. C'est pour être effectivement une bonne voie aussi pour travailler dans ce milieu-là, en lisant des BD. Donc, ça, vous pouvez donner des... Voilà, à la fin de chaque numéro, donc, on a les prévus là, c'est les enquêtes qu'on va publier dans le prochain numéro, de celui de décembre. Donc, il y en a sur la biodiversité, sur tout le marché de l'agroalimentaire en Italie, qui est un monopole des gros groupes de Barilla, de Ferrero, et tout ça. Et après, voilà, il y a toute une série de petites initiatives locales qui essayent de faire de l'agriculture responsable de manière différente. On en parle dans cette BD-là. Voilà, ça, c'est les conséquences de l'honneur, et c'est celle sur la condition des femmes dans l'Andrangheta. C'est un thème absolument important. Enfin, il faut en parler parce que voilà, c'est vit dans des conditions d'esclavage absolument absurdes, sous des lois du Moyen Âge qui voilà, persistent aujourd'hui encore en Italie. Là, c'est sur la renaissance des petits village en Sicile, ça devrait te plaire parce que c'est c'est une initiative de deux architectes qui ont fait à Favara, je crois, Favara, exactement, qui ont créé une école d'architecture pour les enfants. Pour leur faire imaginer l'architecture du futur. Et ils ont fait voyager en toute Europe pour connaître plein d'architectes connus comme Jean Nouvel ou je sais pas qui. Et puis ils les ont fait revenir et les ont mis au travail sur l'architecture du futur. Et autour de cette initiative-là, ils ont créé vraiment un mouvement culturel, un musée et tout ça à Favara qui était un borgo complètement mort. Et ils l'ont fait renaître. Donc on raconte cette histoire-là. Il y a une histoire qui concerne l'énergie renouvelable. Donc c'est une autre initiative en périphérie de Naples où on essaye d'apprendre aux gens justement à utiliser les énergies renouvelables, d'économiser l'eau, et en fait ça montre comme des petites initiatives appelées comme des gouttes d'eau et font des vagues et puis elles se répandent de plus en plus. Et ça, c'est le sujet le plus politiquement incorrect qu'on a. C'est le cas Eni, qu'on explique en fait les affaires de Eni en Égypte. En fait, Eni, c'est le premier investisseur en Égypte de l'exploitation du pétrole. Et tout ça est lié à la politique actuelle italienne, en fait, avec l'accompagnement du gouvernement actuel qui, évidemment, a beaucoup d'intérêt à que l'ENI investisse en Égypte. Et on explique aussi pourquoi, en Italie, le cas de Regeni, que c'était le cas où, en fait, un étudiant italien a été tué en Égypte, et c'est une histoire qui était complètement musée, complètement offusquée par les médias. On explique pourquoi on a arrêté d'essayer de résoudre ce cas-là, justement pour des liaisons politiques et des intérêts économiques liés à l'ENI, à l'exploitation pétrolifère en Égypte. Donc ça, c'est un cas très controversé parce qu'en plus, ça parle aussi des investissements de la Banca Intesa, que c'est la banque la plus puissante en Italie, aussi la plus polluante, qui aussi investit avec ENI en Égypte. Donc, notre avocat est en train de travailler là-dessus pour qu'on ne risque pas avoir trop de problèmes. Mais oui. On n'a pas peur d'avoir des problèmes. On a plutôt peur, que le prix de papier monte trop haut et on n'arrive pas à en imprimer assez. Disons, le but, c'est de parler librement de tout ce qui se passe. Et en Italie, en fait, quand
quand le Meloni a gagné les élections en Italie, le président de la revue française, qui est Franck Bourgeon, il m'a dit vous avez une chance incroyable en Italie, maintenant ça va être tellement catastrophique que vous allez avoir tellement de sujets à traiter d'un point de vue journalistique. Je dis ouais, bref, je sais pas trop, mais voilà. En France, il y en a pas mal aussi. Quand même, hein, c'est assez... Et je veux aussi dire qu'en fait, à la base, la revue française était créée par des auteurs de BD, pas par des entrepreneurs. C'est vraiment des auteurs de BD qui n'avaient marre du système de la BD, d'être exploités voilà, par les gros groupes. Et ils ont décidé de créer un média indépendant pour pouvoir eux aussi travailler librement. Et donc, en fait, à la base, c'est vraiment, il y a une vraie intention artistique et avec une vraie éthique derrière. Le fait de pouvoir... la chose que je n'ai pas dit, c'est que nous, on paye les auteurs. C'est quelque chose de très rare dans la BD italienne. C'est-à-dire que la plupart des auteurs, en fait, qui publient dans les magazines, ils sont payés en visibilité. On se dit, voilà, oui, on te publie et puis tu vas te montrer ton travail et un jour tu gagnes. Nous, on les paye vraiment. On paye 150 € la page, qui en Italie, en fait, habituellement, quand on te paye 30 € la page. Et on s'est aligné sur les prix français, que les Français ils payent leurs auteurs. Et on n'a pas du tout la même échelle. Nous, on a 5200. Mais on a dit, s'il faut montrer l'exemple, il faut monter la barre plus haute. Il ne faut pas la rebaisser. Et donc, on essaye, ça c'est un argument qu'on montre à nos lecteurs, à nos abonnés, où va l'argent. L'argent va surtout dans les poches des auteurs et dans l'impression. Nous, on ne touche pas grand-chose là-dessus. Hein. Après, quand on explique aussi le système de la distribution en librairie, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, la plupart du prix de vente d'un livre, il va dans les poches du distributeur, 60% au moins. Après, il y a 20% qui va chez le libraire, et le 20% qui reste, c'est pour l'éditeur qui donne une partie aux auteurs. Donc, nous, il nous reste 5-10% du prix d'achat. Donc, ça, on l'explique à nos lecteurs pour leur dire, si vous voulez soutenir le projet, achetez chez nous directement. N'allez pas acheter chez le distributeur parce que n'allez pas sur Amazon. Après, je peux parler d'Amazon pendant des heures parce que moi, je les déteste, c'est des pirates absolus. C'est-à-dire que nous, on interdit Amazon de vendre notre revue parce qu'on sait en fait que c'est du piratage. Mais on trouve quelques numéros. On trouve les numéros parce que en fait, il y a un système comment s'appelle, de marketplace chez Amazon. C'est-à-dire que les libraires, ils peuvent eux-mêmes revendre leurs livres sur Amazon. Et en fait, les revues italiennes que vous trouvez sur Amazon, c'est les libraires qui les vendent. Ce n'est pas nous qui les vendons. Mais les libraires, ils ont le droit de vendre à des prix réduits sur Amazon. Et ça, ça va contre nous parce qu'en fait, quand les gens ils recherchent la revue sur Internet, ils trouvent chez Amazon moins cher et vont l'acheter chez eux. Et nous, on ne peut rien faire. Et voilà, ça, c'est le système vraiment pirate, criminel d'Amazon qui, malheureusement... Oui, nous, on a interdit, dans notre contrat de distribution, on a interdit Amazon. En fait, notre distributeur ne peut pas vendre Amazon. Mais les libraires, ils peuvent. C'est leur vitrine Internet. Et nous, on peut rien. À part le fait d'appeler tous les libraires, dire oh, écoute, tu veux bien enlever tes. On ne peut pas faire ça, en fait. C'est vraiment. On peut juste expliquer à les gens qui nous suivent qu'en fait, quand ils achètent sur Amazon, ce n'est pas nous qui allons gagner l'argent. Après, c'est un système. On ne peut pas changer tout le système. On fait de notre manière ce qu'on peut et puis on le fait de la manière la plus clean, la plus ouverte et, disons, régulière possible. Et puis... Et les gens, ils sont sensibles à ça, en fait, parce que on voit la plupart de nos lecteurs, ils ont envie vraiment de soutenir un projet qui soit engagé éthiquement dans ce sens-là. Le fait de payer les auteurs, de traiter les sujets comme ça, c'est quelque chose de très, très nouveau en Italie. Donc, c'est pour ça que, pour le moment, ça marche plutôt bien. En fait. Et nous avons aussi envie de découvrir les prochains numéros. Je ne sais pas s'il y a dans la salle quelqu'un qui veut intervenir, qui veut poser question. Oui. En italien aussi, si vous voulez. In italiano? Italiano. Volevo chiedere come mai che in Italia la BD non ha ancora questo successo che abbiamo in Belgio e in Francia. Quali sono i freni per gli italiani? Allora,
Ah oui. Donc, pourquoi la BD en Italie n'a pas eu les mêmes succès qu'en France ou en Belgique? Alors, il y a plusieurs raisons. Une raison, c'est qu'effectivement, en Italie, s'est développé un type... En fait, on ne peut pas dire que la BD en Italie n'a pas de succès parce que la BD populaire de Disney Bonelli a eu un gros succès à une certaine époque. La grosse différence, c'est qu'en Italie, la BD n'est pas soutenue par les fonds publics. En France, il y a le CNC, le Centre national du livre. Plein d'auteurs italiens ils vont travailler en France parce qu'ils savent que quand ils publient, le CNC leur donne minimum 15 000 euros par livre. En Italie, ça n'existe pas. En Belgique aussi, ça existe. Il y avait un financement, il y a en Belgique, il y a des fonds. Je ne sais pas s'ils les ont supprimés, mais jusqu'il y a 1-2 ans, les artistes, ils avaient des fonds publics pour pouvoir se maintenir. Parce que sinon, imaginez quelqu'un qui travaille sur le BD pendant 1 an, 2 ans, il n'a pas de salaire, il ne peut pas le faire, simplement. En Italie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas le soutien financier public à l'art et à la culture en général. Ça existe pour le cinéma. Et encore, pour certains types de films. Mais dans la BD, ça n'a jamais été soutenu par quoi que ce soit. En France, heureusement, ça existe. Et en Belgique aussi, ça existe. Et c'est pour ça que beaucoup d'auteurs viennent comme ça. Ça, c'est une raison très importante parce que finalement, c'est pour ça que beaucoup d'auteurs en Italie, ils dévient plutôt pour un type de BD plus populaire, mais plus vendable, comme c'est les séries Bonelli ou Disney. Topolino, parce qu'ils payent leur vie. Ou sinon, ils vont travailler de l'illustration. La plupart des grands auteurs italiens d'aujourd'hui, Emanuele Fior, Andrea Serio, Gippi, ils gagnent leur vie grâce à l'illustration, pas grâce à la BD. Parce que mis à part Zero Calcare, il n'y en a pas vraiment beaucoup qui gagnent leur vie comme ça. Donc, ouais, c'est des questions politiques. En France, moi je connais bien la France. En France, le festival d'Angoulême, que c'est le plus important festival de BD en Europe, on peut dire, c'est le ministre de la Culture qui va donner le prix. En Italie, le ministre de la Culture, il ne sait même pas ce que c'est. Le ministre de la Culture, récemment, il était au Salon du Livre, il était dans la jury du Premio Strega, il n'avait même pas lu les livres. Ça fait un scandale incroyable. Tu es dans la jury, tu votes, tu n'as même pas lu les livres. Toi, elle a dit, oui, non, mais après, je vais les lire, je vais regarder. C'est ça le niveau de la culture en Italie, donc il faut pas espérer. C'est pour ça qu'il ne faut pas compter sur les financements publics et sur le soutien public. Il faut compter sur soi-même et sur la solidarité des autres, et sur les gens qui ont envie de soutenir des projets qui ont du sens et qui ont de la profondeur. Donc, après, il y a beaucoup de talents en Italie aussi dans la BD. Il y a beaucoup de gens qui lisent, mais c'est vrai que comme il y a eu beaucoup de BD, surtout pour les enfants, qui s'est beaucoup développé, c'est difficile de montrer qu'il y a quand même de la BD adulte aussi très intéressante. Je disais, nous, les lecteurs moyens de notre revue, ils ont 35 ans et 65% sont des femmes. Donc, c'est quand même pas le lectorat habituel de la BD italienne. C'est vraiment c'est un lectorat qui cherche vraiment quelque chose d'intellectuel, de profond, de contenu beaucoup plus engagé de ce qu'on trouve dans les médias classiques, parce que les médias classiques aujourd'hui, ils doivent produire, ils n'ont pas le temps d'aller à profondeur des infos. Donc, avec nous, voilà, c'est beaucoup plus facile de trouver ce genre de contenu. D'autres questions? Merci pour cette belle présentation. On a envie d'aller ouvrir toutes vos revues là. J'ai une question parce que parfois dans la bande dessinée, on sait bien que le texte est complété par l'image. Donc il y a des effets de redondance, de complémentarité, voire de disruption. Est-ce que parfois vos illustrateurs jouent là-dessus pour mieux dénoncer certaines situations? Parce qu'on vous a entendu évoquer le service juridique, l'avocat. Donc, je pense qu'avec certains sujets, vous devez vous poser les questions jusqu'où va-t-on dans certaines informations? Et l'image, est-ce que c'est facilitateur finalement dans cette démarche? Très bonne question. Effectivement, alors déjà, nos dessinateurs, les dessinateurs que je choisis, c'est des auteurs, c'est des gens qui ont l'habitude aussi de raconter leur propre histoire. Donc, ils ont la maîtrise aussi des textes. Et donc, on leur demande justement de partir des textes des journalistes pour les réadapter, dans le langage justement des BD, ce qui veut dire que parfois des textes
communique beaucoup mieux en image qu'en texte. Et du coup, des fois, quand il n'y a pas besoin de paroles, on peut utiliser des images beaucoup plus fortes. Après, il y a certains cas, effectivement, où on demande, par exemple, d'utiliser des métaphores pour exprimer des sujets qui peuvent paraître trop durs aussi au niveau visuel, et donc c'est plus facile de passer par une métaphore. Par exemple, je ne sais pas, dans le sujet sur les maltraitements des animaux, on ne montre pas clairement ce qui se passe. On a utilisé déjà un style graphique très humoristique parce que sinon c'était vraiment trop difficile au niveau impact visuel de montrer ce qui se passe vraiment dans les abattages. Donc c'est un style assez humoristique, et puis la dessinatrice, des fois, elle fait parler les animaux même. Donc disons, les caricatures un peu parce que c'est une manière justement d'alléger des sujets qui des fois sont trop difficiles. Donc nos auteurs, ils ont cette liberté-là justement d'intervenir pour traiter des sujets sensibles de manière un peu plus légère. Après, au niveau légal, on est intervenu surtout, là, il n'y a pas, mais dans le premier numéro, par exemple, quand on représente le logo de Eni notamment, on l'a un peu modifié au niveau des couleurs et de la forme pour qu'on ne nous attaque pas directement. Qu'on ne court pas de risque là-dessus, parce qu'on ne ferait pas le poids en tribunal contre Eni, c'est sûr. Mais on a un avocat pour ces choses-là avant d'envoyer un numéro à la publication, parce qu'il faut quand même... je pourrais vous raconter maintenant, en Italie, il y a la nouvelle BD de JP qui va sortir, qui est assez, assez compliqué au niveau des contenus, parce que moi, je connais bien JP, c'est un pote, en fait, c'est vraiment un pote. Et en fait, c'est une histoire assez bizarre, mais en fait, il se balade avec un sac Adidas, et avec l'intention de faire sauter en fait la salle où il va aller. Et pour lui, c'était ce qu'on a anodin. Bon, un sac Adidas, je me balade, un sac Adidas. Et l'avocat a dit non, tu ne vas pas mettre le sac Adidas. Tu m'en effaces toutes les images où il t'a mis Adidas. Et JP, il a dit, tu rigoles, tu me dis à moi Donc là, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais c'est le genre de situation où effectivement, Adidas un jour, il va regarder la BD de JP et dit non, mais attends, pas question qu'il y a un sac Adidas qui explose. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention, il faut réfléchir, mais un auteur, il ne pense pas à ces choses-là. Il dit, bon, un sac Adidas, c'est un autre truc, des Nike, mais oui, il faut faire attention à ce genre de choses-là. Donc, il faut des gens derrière qui vérifient ce genre de choses et qui réfléchissent aux risques possibles dans ces cas-là. Moi aussi, les visuels. Oui, absolument. Dans les textes et les visuels, les deux. Effectivement, l'effet, c'est double. Après, dans la BD, on a le droit de caricature. C'est-à-dire, si on veut représenter, par exemple, quelqu'un, Macron, par exemple, bon, dans la revue française, ils n'arrêtent pas. Du moment que tu le caricatures, tu peux le faire. Si tu vas dans le réalisme, là, tu risques effectivement de te faire attaquer. Mais du moment que tu le déformes un peu avec la caricature, là effectivement, tu as droit de... par exemple, nous, on peut utiliser Mickey Mouse, mais déformé. Si on le représente tel quel, là, on va se faire attaquer, c'est sûr. Mais du moment où tu le caricatures, tu déformes, tu l'évoques, là, tu as le droit. C'est quelque chose qui est encore possible dans l'illustration et dans la BD. C'est une contrainte qui, à un certain moment, te donne plus de liberté, parce que tu peux commencer à créer, pas seulement reproduire de façon... Exactement, ouais, tu peux donner du sens, un sens différent en partant de références iconiques très, très connues. Après, on pourrait rentrer aussi dans la question de l'intelligence artificielle, qu'aujourd'hui, c'est un sujet très, très présent dans la BD, parce qu'avec l'intelligence artificielle, il y a un risque vraiment qu'il remplace complètement le métier de l'illustration, comme on est en train de faire dans beaucoup de cas. Mais justement, la liberté de création, d'imagination, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer, en fait. C'est quelque chose de... La créativité, c'est quelque chose qui, en fait, en intelligence artificielle, n'arrivera jamais. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser de plus en plus de liberté aux artistes d'exprimer librement. Parce que le réalisme, c'est un risque. Et nous, en fait, on fait très peu de réalisme, en fait. Justement, pour se détacher de cette mouvance-là d'hyperréalisme qu'il y a avec les intelligences artificielles maintenant. C'est un gros débat dans la BD d'aujourd'hui. Vous imaginez bien que les auteurs, ils ont très peur. Déjà, ils gagnent pas grand-chose, mais en plus, on fait tout avec les applications, c'est très risqué. Ouais.
C'est un gros sujet. Merci. Alors, je vais poser la même question que je vais poser à Paolo Di Paolo quand il est venu. Quand on observe l'Italie vue d'ici, on a l'impression que l'Italie n'a jamais fermé la page du fascisme et que voilà, on retombe, on replonge, etc. On comprend pas en fait comment ça se fait. On étudie l'histoire. Il y a plein de gens qui font des études sans arrêt en Italie. Les jeunes ils finissent très tard les études. Comment on n'arrive pas à sortir de ça? Est-ce que toi, qui es un observateur du pays, tu vois une issue à ça, ou bien on est condamné là à tourner dans la mélasse en permanence? Grosse question. Moi, je crois de la mélasse, malheureusement, parce que franchement, moi, je ne vois pas un gros changement dans la mentalité des Italiens depuis 50 ans. Franchement, alors moi, je suis fils d'un fasciste et petit-fils d'un fasciste. Mon grand-père était un soldat fasciste tué pendant la guerre. Mon père était fasciste. Moi, je suis antifasciste. Voilà. On l'a dans le sang. Moi, je sais que je l'ai dans ma lignée familiale, ça. Et la plupart des Italiens l'ont. Après, je vous raconte l'autre histoire. Ma mère est fille de juive, internée dans les camps de concentration. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait les deux, de mon père et ma mère, à se rencontrer. Mais bon, ils m'ont fait moi. Donc, je me suis retrouvé un peu au milieu des deux. Mais on a tous, beaucoup d'Italiens, on a cette histoire-là en nous. Et donc, on a une partie de fascisme en nous, une partie d'histoire dont on ne peut pas se débarrasser. Et moi, ça ne me surprend pas du tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui était là, était présent, et il n'attendait que de ressortir à la surface de manière très décomplexée, comme c'est aujourd'hui, en fait. Maintenant, vraiment, il ne se gêne plus d'être complètement, avoir des discours totalement racistes, homophobes, et anti-écologiques, négationnistes, parce que c'est quelque chose qui avant était dans les discussions du bar. Et là, les discussions sont sorties du bar et sont, grâce au gros travail de Berlusconi aussi, je dirais, parce qu'il a quand même fait un gros lavage de cerveau de l'opinion publique, qui a fait que maintenant, ils ont décomplexé toute une série de sujets qui avant étaient tabous, qui ne le sont plus. Et donc, c'est juste, en fait, toute la saleté qu'il y avait sous les meubles, maintenant elle est sortie. Mais elle a toujours été là. Donc, je ne vois pas comment on peut la... Et je ne vois pas comment... En fait, il faut juste l'accepter, à mon avis, faire face. Moi, ce que je me dis, nous, on n'essaie pas de faire quelque chose contre. Soit on essaie de faire autre chose, de montrer une autre voie, de montrer qu'il y a des gens qui ont envie d'aller dans une autre direction. Après, ceux qui croient, qui ont une sensibilité proche de la nôtre, ils vont aussi. Et je pense qu'il faut ouvrir d'autres voies, montrer d'autres possibilités. Et il y en a. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'engager de manière différente. Il y a beaucoup de choses. En Italie, il y a beaucoup de choses qui se passent underground, qui n'attendent que la possibilité de sortir. Et là, c'est le bon moment parce que la situation est tellement polluée à la surface qu'il faut lever la tête, essayer de sortir. Sans forcément... Moi, par exemple, j'ai quitté l'Italie quand j'avais 18 ans. Après, je suis revenu, j'ai terminé mes études. Je suis parti pour Londres. J'ai quitté l'Italie très jeune. Et plus je m'éloignais de l'Italie, plus je me disais, moi, jamais je vais retourner dans ce pays. Jamais je vais aller travailler en Italie. Et j'ai monté en boîte en Italie. Et là, j'ai fait que des allers-retours en Italie tout le temps. Parce que, bon, on l'a en nous et on a envie... À un moment donné, je pense qu'effectivement, le Covid était très utile pour beaucoup de gens pour ça, parce qu'il nous a dit, bon, maintenant c'est le moment vraiment de faire quelque chose qui a du sens dans ta vie. Tu vois. Et moi, ça m'a fait cet effet-là. Et je me dis, bon, OK, j'avais une situation très confortable jusqu'à là, j'ai travaillé dans la pub, je gagnais bien ma vie, j'étais dans ma zone de confort. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une maison à Paris. Et j'ai dit, bon, maintenant, j'ai envie de faire quelque chose qui a vraiment du sens, pas que pour moi, mais aussi pour les autres. Et donc, j'ai monté ça parce que je pensais que c'était important, dans mon petit, d'essayer de contribuer à changer un peu les choses. Et il y a plein de gens en Italie qui essaient effectivement de bousculer un peu les choses. Donc, je ne crois pas que la situation politique va s'améliorer, mais je pense qu'il y a
au-dessous, il y a pas mal de choses qui vont se passer parce qu'il y a beaucoup de volonté, de révolte et tout ça. Alors, je ne crois pas dans la révolution non plus, mais je pense que ça bouge. Je pense que c'est un bon... ça va être bien. En fait, ça va bouger. Il y a plein de nouvelles choses qui vont sortir et il faut y croire, quoi. Moi, j'y crois. Il y a quand même une Italie qui bouge. Donc, il y a une Italie qui bouge. Ça, c'est il y a des tremblements de terre aussi. Il y a une Italie qui bouge. Donc, ta revue, c'est un exemple d'une autre Italie par rapport à celle du gouvernement. Je donne la parole à... Merci. Moi, j'ai 2 petites questions. Étant donné les sujets que vous traitez et la façon dont vous les traitez, est-ce que vous n'avez jamais peur d'un attentat? Et deuxième question, qui n'a strictement rien à voir, est-il possible de s'abonner à partir de la Belgique? Alors, je parle de la deuxième, oui. Vous allez sur notre site qu'on avait mis, bon là, je retrouve, c'est où? C'était où l'affiche? Je ne sais plus. Ouais, je ne sais plus. C'est ça. Ça, oui. Voilà. Vous allez sur le site, vous pouvez vous abonner de la Belgique. Donc, on a une vingtaine d'abonnés en Belgique, on a des abonnés en toute Europe. Donc, c'est possible. En plus, voilà, à Bruxelles, il y a un libraire qui nous revend. Le libraire s'appelle... La Piola. Bon, on n'est pas à Bruxelles, mais sachez que... c'est la librairie italienne de voilà. Bruxelles. Et la première question, c'est la peur de... Non, on n'a pas peur. Non, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai qu'on ne se pose pas ce genre de questions-là parce que, voilà. En plus, bon, on est tous éparpillés, en fait. On est tous, moi, je suis à Paris, mes associés sont à Milan, La Spezia, donc c'est difficile de nous situer où on est. Donc, mais non, ça, franchement, ça ne m'inquiète pas du tout. On n'a pas peur. Pourquoi ne pas retourner? Parce que j'ai mes enfants, ma famille, ne voudraient jamais quitter le 10e arrondissement de Paris. C'est pas Paris, le 10e arrondissement, donc c'est compliqué. Moi, et puis, bon, je ne dis pas que je ne retournerai pas y vivre un jour. Hein, mais, tu es de Naples, c'est ça? Je suis de Naples. Je ne sais pas si je retournerai vivre à Naples, parce que c'est dur, Naples, quand même. J'aime beaucoup Bologne. Pour mieux bouger les choses. Naples, c'est compliqué quand même. Hein. Ce que je racontais tout à l'heure, c'est que il y a toute cette transformation à Paris avec pistes cyclables partout. Je crois qu'il y a plus de 2000 km de pistes cyclables. À Naples, il y en a 20 km de pistes cyclables, pour dire le désintérêt total qu'il y a pour ces aspects-là. Naples, c'est une ville très compliquée. Donc, hein? Il y a la Vespa, oui, il y a plein de scooters. Ça, les scooters, ils ne manquent pas, c'est sûr. Mais... ouais, non, en fait, j'ai fait que des allers-retours tout le temps. Donc, finalement, non, puis je suis bien à Paris. Franchement, j'aime bien Paris. Donc, en Italie, ouais, mis à part Bologne, peut-être, je ne sais pas où je pourrais aller vivre. Il y a d'autres questions? Oui. Tu évoquais le festival d'Angoulême. Il y a eu des polémiques sur la place des femmes dans les participants, dans les prix. Ici, on voit qu'il y a une large part faite et au sujet féminin et aux dessinatrices, je vois, et aux journalistes. Et aux journalistes. C'est volontaire, c'est le hasard, c'est le choix des sujets. Étonnamment, on était étonnés, mais la plupart des, comme je disais, c'est les journalistes qui nous proposent des sujets. La plupart des sujets qu'on nous propose, c'est des femmes qui nous le proposent. En fait, on a vraiment beaucoup de propositions à part de... Parce que je pense qu'ils ont plus de revendications, en fait. Donc, il y a beaucoup de sujets qui traitent voilà, les droits des femmes en général. Et voilà, nous, on est 4 associés, on est 4 hommes, mais on est très sensibles à ces sujets-là. Donc, on a ouvert les portes, effectivement, à tous ces sujets-là. Et puis, il y a plein de talents aussi dans le dessin d'autrices de BD, vraiment très talentueuses. Et donc... c'est vrai qu'il y a une disproportion dans le marché de la BD française et italienne aussi entre celles qui vraiment sont publiées, ils ont du succès dans les bacs, mais il y a de plus en plus quand même d'autrices de BD et femmes aussi en France. Après, voilà, c'est un lent processus. La revue française aussi, à la base, c'était un projet d'hommes. Et maintenant, si vous voyez la rédaction, c'est 90% c'est des femmes. Donc, en fait, il y a une transformation en cours. Il faut ouvrir de plus en plus, s'ouvrir de plus en plus. C'est des sujets voilà, qui touchent tout le monde. Et donc, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont intéressés à ça. Et voilà, petit à petit, je pense que ça va changer là-dessus aussi. D'autres questions?
Ah, oui. C'est une réflexion que je me fais en regardant. Est-ce que la présentation est un peu enfantine, féminine? Est-ce qu'un homme va se promener avec cette revue dans le train, dans le métro? Vous trouvez que c'est très féminin? Je ne sais pas, moi. C'est un peu doux dans les couleurs, c'est pas... Entre guillemets. Bah, tous les hommes, ils ont une partie de femmes. Donc nous, on parle à cette partie-là. Vous parliez tout à l'heure de votre profil de clients qui sont des femmes. Est-ce que... C'est vrai. Bah, moi, ça ne me dérange pas, honnêtement, d'avoir plus d'électrices que d'électeurs. Honnêtement, ce n'est pas voulu. Le choix esthétique des couvertures que vous voyez là, c'est vraiment une sensibilité artistique qu'on a, nous. Moi, je le trouve. Moi, vous faites une remarque. Franchement, je n'avais pas pensé que c'était plus féminine. Moi, je ne trouve pas forcément. Je dirais même enfantine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, allez regarder. Mais je ne sais pas. Moi, je n'ai pas cette impression. Voilà. Non, alors, non, les sujets de couverture sont pas, c'est plus l'esprit de la revue. C'est pas des sujets. Donc, la première, on parlait de profondeur. La deuxième, de passe-parole, bouche-oreille. La troisième, c'est sur l'intégration. Le quatrième, c'est sur la liberté. En fait, il y a deux femmes qui se baladent main dans la main. Après, il faut, ce que je vous explique, il y a toujours une histoire. Peut-être que si on montre le dernier, il y a toujours une histoire qu'on raconte à travers la couverture qui s'ouvre. Voilà. Là, il y a un avion qui se crache. Il y a les survivants qui sortent de l'avion et se baladent. Et puis, ils créent une communauté, une oasis à l'intérieur. Et à chaque fois, on a cette histoire qu'on raconte. Là, je vous disais, la profondeur et la surface. Après, voilà, franchement, moi, je ne trouve pas ça enfantin. Bon, c'est chacun de voir ce qu'il veut, mais... Oui, nous, on a repris exactement. Là, vous avez la revue française, c'est le nouveau numéro, magnifique, le numéro de l'anniversaire. Et voilà, il y a toujours un jeu entre l'extérieur et l'intérieur. Franchement, si vous ne la connaissez pas, achetez-la parce que c'est vraiment superbe. Et puis, ça traite des sujets... Là, dans le dernier numéro, il y a un sujet super intéressant sur les pressions subies par les journalistes d'enquête. Je ne sais pas si vous connaissez Les Algues Vertes, que c'était une BD qui a eu beaucoup de succès en France. Il a vendu plus de 100 000 exemplaires, qui dénonce en fait la pollution des algues toxiques en Bretagne. Et l'enquête montre qu'en fait, était provoquée par les reversements de déchets des industries agroalimentaires, en fait, qui jetaient leurs déchets dans la mer, qui polluaient la mer, rendaient toxiques les algues, qui étaient mangées par les animaux, qui mouraient, et qui intoxiquaient les hommes, qui mouraient eux pareil. Donc, cette journaliste, elle a lié tous ces histoires-là, et elle a montré comment l'industrie agroalimentaire bretonne était la cause des morts de plusieurs personnes, d'animaux, de chevaux, etc., etc. Et elle a subi une pression hallucinante au niveau de la politique locale, parce qu'il ne faut surtout pas parler de mal de l'industrie agroalimentaire bretonne, parce que c'est quelque chose, il y a un milieu il y a un lobbying très fort derrière. Et elle raconte en fait comment elle a été menacée de mort, comment on a brûlé dans la place ses BD comme une sorcière. Et en fait, effectivement, quand on va déranger sur des sujets de ce genre-là, oui, il y a des risques, effectivement, mais quand on le fait pour une motivation vraiment de professionnel, d'éthique professionnelle et de donner du sens à son travail. Donc, dans le journalisme, c'est quelque chose qui vraiment est très présent, et dans la BD aussi. Donc, c'est pour ça, pour répondre à la question précédente, que vous me disiez, non, on n'a pas peur de le faire. Après, voilà, il y a des risques aussi quand on touche vraiment la sensibilité des gens, et l'enquête, comme dans son cas, a beaucoup d'écho médiatique, effectivement, ça dérange des gens, et c'est aussi le but, en fait, finalement. Et vous avez gardé le titre en français. J'ai gardé le... Oui, parce que d'un côté, c'était un hommage, et puis on a cherché à le traduire en italien, et c'était la rivista disegnata, ça ne marchait pas.
Et puis, nous, on voulait garder cette identité comme un label, comme il y a Vogue Italia, bah, nous, on est la revue dessinée Italia, voilà. On fait la même chose. Et puis ouais, ça nous plaît, en fait. Et puis, ça se prononce bien en italien aussi. Les gens, bon, ils ne savent pas où mettre l'accent, mais ça, c'est pas grave, finalement. Mais en plus, les Italiens sont très estérophiles. Oui, donc, oui, non, mais j'aime bien, finalement. Ça plaît, en fait. Cette espèce, c'est un aspect un peu sophistiqué qui est la rivista disegnata, c'était beaucoup plus charmant. Voilà, exactement. Et alors, sinon, pour revenir à la question des enfants, en tout cas, la revue dessinée a créé aussi une version pour les ados, ça s'appelle Topo. C'est à partir de 14 ans. Et nous, en fait, on veut réaliser la même chose aussi. Donc, en fait, un magazine d'information, mais pour les ados à partir de 14 ans, sur des sujets, en fait, qui les touchent plus près, dans un langage un peu plus adapté. Parce que c'est vrai que nos sujets sont quand même un peu difficiles des fois à lire et donc ne sont pas très adaptés. C'est pour ça que je disais l'âge moyen de nos lecteurs, lectrices est un peu plus élevé. Donc... Voilà, donc je te remercie, nous te remercions et donc ce bel projet de le faire pour les ados, je suis très intéressée, donc nous avons hâte de découvrir tes nouveaux projets. Voilà. Merci. Merci à vous.